avec Kevin Breton. Ça va, Kevin? Oui, salut Angélique. Alors, c'est un auteur socio-politicomane. Je pense que ça peut faire comme description, là. Alors, tu nous en parles un petit peu? Oui, allô, premièrement. Merci beaucoup aux gens qui ont organisé ce festival. J'étais très content qu'on me demande de venir ici, même si je ne sais pas si je me considère vraiment comme un artiste, là, plus ou moins, là, mais il y a effectivement une part d'art dans l'écriture. Et c'est effectivement un atelier qui va porter sur l'écriture. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, j'écris depuis 2 ans de manière régulière sur le blog de Urbania. C'est probablement ma tribune la plus importante, là, celle que les gens me reconnaissent le plus habituellement, mais j'écris aussi ailleurs, comme c'est une passion pour moi l'écriture qui remonte à vraiment longtemps. Et puis, c'était vraiment une passion au début, l'écriture pour moi, c'était pas du tout un outil de changement social, c'était vraiment quelque chose que je faisais comme pour le plaisir, chez moi, dans le sous-sol, chez mes parents, j'écrivais des fanfictions de Buffy contre les vampires, puis de Charm. Fait qu'il n'y avait pas vraiment d'aspect social et politico à cette époque-là. Mais malgré moi, c'est arrivé comme tout seul. Il y a une espèce de part de militantisme, d'implication puis de lobbying qui est entrée de manière un peu implicite ou inconnue dans mon écriture. Mais effectivement, donc, comme je disais, au début, c'était une passion, c'était vraiment très ludique quand j'écrivais. Et puis, il y a un élément déclencheur, effectivement, c'est quand que j'ai eu des cours de grammaire à l'école. Donc, ça m'a décomplexé parce que j'écrivais vraiment pas bien, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe dans la vie, ce qui faisait en sorte que j'avais pas vraiment le goût de m'exposer. Et puis là, j'ai eu le traitement choc rendu à l'université, ce qui a fait en sorte que j'ai retrouvé le goût de publier mes textes. Ce qui est un peu, en fait, j'ai l'impression, tu sais, la nature même de l'écriture, c'est bizarre d'écrire juste pour soi-même. Ça peut devenir redondant. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu m'exposer. Et puis j'ai écrit une lettre ouverte quand j'étais à l'université sur l'accessibilité du campus. Et à ce moment-là, j'avais vraiment pas l'impression que c'était un acte politique, que c'était un acte de changement social. C'était plus comme une espèce de cri du cœur, une espèce de ras-le-bol que j'avais décidé de mettre sur papier, plutôt que juste comme garder ça pour moi-même. C'est une expression personnelle qui s'est transformée en quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus large. Oui, exactement. Et puis, la lettre a eu énormément de succès, elle a été reprise dans plusieurs médias, puis il y a effectivement eu beaucoup de changements sur l'accessibilité du campus à Sherbrooke, où j'étudiais, à la suite de cette lettre-là. C'est là que j'ai pris conscience de 2 choses. D'une part, que l'écriture, c'est pas quelque chose qui se limite à Charm et à Buffy contre les vampires, ça peut avoir un impact social. Et il y a une deuxième chose, puis on s'en va tranquillement vers ce que j'appelle mes craintes et mes angoisses liées à l'écriture. Une réalisation qui était que mes textes qui avaient le plus de succès, qui avaient le plus de portée, c'était mes textes qui portaient particulièrement sur le handicap, sur l'accessibilité, sur l'inclusion sociale. Puis j'ai peut-être un peu mal vécu ça au départ. Moi, ce que je fais, c'est ce que j'appelle, c'est de l'égo-journalisme. C'est un peu ça qui m'a décomplexé. C'est donc ça, de l'égo-journalisme. Oui, ça part. J'ai entendu ce terme-là pour la première fois lors du mouvement Agression pour dénoncer. Donc, tu sais, c'était une série de femmes qui dénonçaient l'agression sexuelle, après plusieurs années, alors qu'elles auraient pu le faire le moment même, mais qu'elles ont entendu plus tard. Puis ça a comme engendré un grand mouvement social. Et puis, leur expérience personnelle venait dépasser le cadre de leur simple expression pour s'inscrire dans un mouvement global qui a été popularisé, puis qui a probablement servi à faire avancer un peu la cause des femmes, des hommes qui ont été agressés. Moi, je m'identifie un petit peu à ça dans le sens où, quand je fais de l'égo-journalisme, je pars toujours de manière très anecdotique de mon expérience personnelle, des choses que j'ai vécues, mais j'essaie toujours de l'extrapoler de façon à ce que le maximum de gens puissent récupérer mes propos. Est-ce que tu gardes ça dans une nature où c'est comme quand on parle de quelque chose, on reste dans son sujet? Tu prends un exemple personnel, en sortant que tu essayes d'être neutre pour respecter un sujet. Oui, c'est ça. Il y a toujours la part de neutralité et d'objectivité qui rentre en ligne de compte. Moi, ce que je dis souvent, parce que c'est difficile d'être neutre, mais ça me fait penser à un texte que j'avais lu d'ailleurs pendant la grève étudiante de Simon Jourdouin dans Le Devoir qui parlait, le titre c'était « Le militantisme et le journalisme ».
Puis c'est un peu à la suite de ça que je me suis un peu comme éloigné du titre de journaliste en réalisant que tu peux difficilement t'identifier comme quelqu'un de neutre et d'objectif quand tu prends position si fermement. Fait que là, j'ai comme plus, disons, embrassé ma vocation de blogueur avec une prise de position puis un parti pris solide. Puis à partir de ce moment-là, ça a décomplexé aussi tout mon processus d'écriture. Bon, de fil en aiguille, quand j'écrivais pour Urbania, comme je disais tantôt, mon texte qui a été l'élément déclencheur qui a fait en sorte que j'ai rejoint l'écriture avec le militantisme. C'était le texte à l'université qui portait sur le handicap. Puis c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie. Je pense que c'est une crainte qui est partagée par beaucoup de personnes qui sont dans le milieu artistique du handicap. Ils ont peur d'être associés, je pense, uniquement à son handicap, d'être la seule expression de leur corps, alors qu'en vérité, on n'est pas des personnes handicapées qui parlent de handicap. Quand on s'exprime artistiquement, on est des personnes en situation de handicap qui parlent de la vie, mais en étant une personne en situation de handicap. Donc c'est comme, j'avais vu un projet semblable à ça qui m'avait beaucoup touché sur l'itinérance, où ce qu'on donnait pas la parole à des itinérants pour qu'ils parlent de sans-abri, qui parlent de personnes itinérantes, on donnait la parole à des personnes itinérantes pour qu'ils parlent de la vie. Puis je pense que c'est un peu ça que je fais dans mes textes, mais la crainte que j'ai toujours, c'est qu'on soit réduit ou associé de manière tellement formelle à son handicap qu'à la seconde qu'on sort de ce credo-là, on a un peu l'impression qu'on est moins crédible, mais aussi qu'on se départit d'une part de responsabilité qu'on a. Alors, et moi, si je te demandais, tu sais, il y a toutes sortes de handicaps visibles et invisibles. Si je te disais, est-ce que tu pourrais m'écrire un article sur l'handicap d'avoir de l'intelligence émotionnelle? À savoir si on veut élargir la définition même du thème du handicap, je pense que c'est une question qui est très intéressante. Puis je pense que quand on parle d'un moyen de changement ou d'un levier comme l'écriture pour ça, ça va un peu dans le même sens parce que c'est pas, je le dis sans fausse modestie, mais ça arrive quand même assez souvent où les gens m'abordent dans la rue pour me dire qu'ils ont changé leur perception du handicap, tu sais. Puis ça, je pense que c'est une force du blog que j'ai chez Urbania, c'est que j'ai la chance inouïe de m'adresser non pas à d'autres personnes en situation de handicap, qui est un peu la faiblesse du milieu associatif souvent. On se convainc entre convaincus, on prêche par sa paroisse. On prêche par sa paroisse. Ouais. Alors que là, j'ai accès à un plus large auditoire. Et puis je pense que ça a déjà comme contribué à changer la perception de bien des gens. Puis ça, c'est quelque chose qui me gratifie et qui me pousse à continuer dans le même sens. Oui, quand on parle d'écriture comme un moyen de changement, faut vraiment plus le voir comme de l'écriture au sens de la prise de parole. Je veux dire, si moi, dans un texte vraiment en format papier, je parle de la réalité LSQ, je parle de la réalité LSQ, ce que j'ai fait dans certains textes, j'ai quand même l'impression que ça devient un levier de changement, peu importe c'est quoi le médium en bout de ligne. Donc, tu sais, moi, mon format de levier, mon levier pour le changement, c'est l'écriture, mais il faut juste voir ça comme un statement parmi tant d'autres outils disponibles. J'aimerais vraiment ça, en plus, parler le LSQ, mais mes articulations sont bloquées. Puis quand j'ai appelé pour pouvoir m'inscrire à des cours, on m'a dit que ce serait extrêmement difficile pour moi d'apprendre le LSQ. Donc, on voit quand même que déjà, là, il y a des problèmes. Tu sais, une langue qui serait vraiment universelle, elle va être très difficile à vraiment à être définie parce que moi, je ne pourrais jamais parler le LSQ. Mais je pense que dans l'écriture, puis si moi, je te raconte, je te récite un texte, ben, je pense que c'est là qu'on se rapproche le plus de la langue universelle, c'est-à-dire celle du récit puis de la prise de parole. Tu sais, le blog, il se multiplateformise. Oui. Ok, ben Benoît, il se multiplateformise de plus en plus. Je pense que ça se fait au grand bonheur de toutes les personnes, de toutes les communautés. Tu sais, par exemple, comme... Je sais pas si Patrick... On va aller avec l'intervention de Benoît. Patrick me pose une question. Je reste artiste.
tout ça nous amène à la sémiologie. J'ai dit que tout ça nous amène à la sémiologie. Je m'excuse, j'ai pas compris, je suis désolée. Tout ça nous amène à la sémiologie, excuse-moi. Ouais, c'est bon. Donc, La science des signes. je dirais que mes cours sur Roland Barthes sont vraiment très loin dans ma mémoire. Puis de mémoire, je les avais aussi coulés, des cours sur Roland Barthes. Donc, il va falloir qu'on me réexplique un peu c'est quoi la sémiologie. La fonction des signes. C'est la fonction des signes Dans la langue. dans la langue. Ouais. Peu importe la langue. Peu importe la langue, Il y a des signes. il y a des signes. Ouais, ben, c'est un peu ça qu'on dit. En fait, le texte, son signifiant, si je me rappelle bien, c'est un texte, mais le signe, le signifié, c'est une prise de position politique. C'est bien ça? Ben, là, c'est la vision barthienne des choses, mais on l'aime tous, là, mais. C'est une manière d'aborder le monde, d'appréhender le monde. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a une sémiologie de la signification qui est très forte, très critique, que nous on aime beaucoup parce qu'on travaille avec le signe, on dit qu'il n'est pas correct, qui charrie non seulement des préjugés, mais d'idéologie, mais on le veut ou non, c'est pas tous les sémiologues qui sont aussi critiques, reconnaissons-le. C'est mon commentaire. C'est comme Pasolini, à un moment donné, il faut saluer Sade. Ok, s'adjurer, ça veut dire d'adopter la posture de Sade. Non? Ok. Non, mais tu sais, on fait du surf. Alors, en réinventant l'utilisation d'un signe, on finit par être récupéré dans le système dominant. Que ça? Ouais, le système se l'approprie. Il faut constamment changer de signe. Fait quand il est là. C'est très intéressant.